2 minutes. Alors, est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous arrivez à voir le partage? Oui. Oui, d'accord, très bien. Donc, on va commencer. Donc, la dernière fois, on avait traité les exercices 1 et 2. Donc, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'exercice 3. D'accord? Alors, exercice 3, qu'est-ce qu'il dit? Donc, soit F, l'application de C dans C, définie pour tout Z appartenant à C par F de Z égale à Z bar. C'est-à-dire que c'est une application qui associe à tout nombre complexe Z son conjugué. D'accord? Alors, on vous demande de montrer que F, elle est linéaire si on considère C comme un R espace vectoriel. C'est-à-dire si on considère que C est un espace vectoriel sur R. Ça veut dire que le corps de base sur lequel sera défini l'espace vectoriel C, c'est R. Donc les scalaires vont être pris dans R. Donc si je considère C comme un R espace vectoriel, cette application F, elle est linéaire. Par contre, si je considère C comme un C espace vectoriel, c'est-à-dire que si je considère que le corps de base sur lequel est défini l'espace vectoriel C, c'est C lui-même, alors dans ce cas, F devient une application non linéaire. D'accord? Donc, lorsqu'on aura montré ceci, donc cet exercice a pour but de montrer l'intérêt du corps de base sur lequel est défini votre espace vectoriel. Puisqu'une même application qui associe, qui est définie, donc c'est une même application, F, d'accord? Elle est définie de C dans C, elle associe la même valeur, mais la propriété linéaire de linéarité, elle change selon que ce corps de base sur lequel est défini C est soit C, soit R. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt de cet exercice. Donc nous allons montrer, premièrement, que si C est un R espace vectoriel, alors notre application F est linéaire. Et donc pour ça, vous voyez le partage? D'accord? Donc, on considère l'application donc F qui va de C dans C, qui associe à tout Z son conjugué. D'accord? Donc Z bar est défini, donc on rappelle que si Z appartient à C, c'est-à-dire qu'il s'écrit A plus IB avec A et B des réels, alors son conjugué, c'est le complexe A moins IB. D'accord? Donc là, par définition. Alors maintenant, on considère donc dans le premier cas que C est un espace vectoriel sur R. D'accord? Nous allons montrer pour ça que notre application est linéaire. Alors pour montrer qu'elle est linéaire, donc nous allons prendre deux éléments dans l'espace de départ C et un scalaire, donc Z et Z' appartenant à C, d'accord? Et un scalaire appartenant à R, puisque l'espace vectoriel C est défini sur R. D'accord? Donc, je prends lambda appartenant à R. Et on va montrer que F est linéaire, c'est-à-dire que F de lambda Z plus Z' est égal à lambda F de Z plus F de Z'. C'est ça notre objectif. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que tout le monde me suit? Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? Écoutez, comme... Pardon? Oui, Est-ce que vous me suivez? S'il vous plaît. Oui, oui.
Parce que là, c'est ma voix que j'entends. Et donc, voilà, j'aimerais quand même savoir si... très bien. Donc, on continue. Alors, calculons f de lambda z plus z'. Alors, par définition, l'image d'un complexe, c'est son conjugué. Donc, l'image de ce nombre complexe, ça va être son conjugué, c'est-à-dire le conjugué de lambda z plus z'. Alors, on sait que le conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Et donc, on va appliquer ceci. Donc, cette somme devient le conjugué de lambda z plus le conjugué de z'. Alors, on sait également que le conjugué d'un produit, c'est le produit des conjugués. Et donc, on va avoir le conjugué de lambda par le conjugué de z plus le conjugué de z'. Seulement, lambda, c'est un réel. Et donc, il est égal à son propre conjugué. D'accord? Vous savez que les réels, puisqu'il n'y a pas de partie imaginaire, d'accord, lambda s'écrit lambda plus i fois 0. Et donc, son conjugué, ça va être lambda moins i fois 0, c'est-à-dire lambda. D'accord? Et donc, ça va s'écrire lambda fois le conjugué de z plus le conjugué de z'. D'accord? Et donc, or, le conjugué de z, c'est l'image de z. C'est f de z. Donc, ça me donne lambda f de z. Et ici, c'est f de z'. Donc, on a montré que l'image de lambda z plus z', c'est exactement lambda fois l'image de z plus l'image de z'. Et donc, on vient de montrer que f est linéaire. D'accord? Donc, f est bien linéaire. Donc, on a répondu à la première partie de la question. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, on nous a demandé de montrer qu'elle est linéaire. Donc ici, la question n'est pas est-ce qu'elle est linéaire, comme dans l'exercice 1. Donc là, on montre qu'elle est linéaire. Donc on se place dans les conditions pour montrer qu'elle est linéaire. Alors, pour la deuxième question, la deuxième partie de la question, on nous demande de montrer cette fois-ci qu'elle n'est pas linéaire si je considère C comme un C espace vectoriel. Donc ici, puisque je sais ce que je dois montrer qu'elle n'est pas linéaire. Donc, il va falloir aller directement vers un contre-exemple. D'accord? Maintenant, si vous ne voyez pas comment trouver un contre-exemple, vous pouvez essayer sur un brouillon de voir, de montrer, comme si vous allez montrer qu'elle est linéaire, vous allez voir à quel moment il y aura des difficultés. C'est là que vous pouvez ensuite prendre un contre-exemple, selon les difficultés que vous avez. D'accord? Donc ici, qu'est-ce qu'on va... Donc, on va considérer que C est un espace vectoriel sur C. C'est-à-dire maintenant, le lambda, les scalaires, ils vont être pris dans C. D'accord? Les lambdas sont pris... Excusez-moi. Voilà. Les lambdas sont pris dans C. D'accord? Montrons dans ce cas que F n'est pas linéaire. Et donc là, on va prendre directement un contre-exemple. Alors, prenons Z, c'est 1 plus I, qui est bien dans C. Et prenons lambda, c'est I, qui est également dans C. D'accord? Alors, calculons F de lambda Z. F de lambda Z, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne F de I fois 1 plus I. 2 minutes. D'accord? Donc, ça me donne F de I. 2 minutes. Vous voyez bien, ça dérange lorsque vous arrivez en retard. On est obligé à chaque fois de s'arrêter pour accepter l'invitation. Et ça fait quand même perdre du temps et ça perturbe. Donc, essayez d'être à l'heure, s'il vous plaît. Donc, F de lambda Z, c'est F de I, 1 plus I. D'accord? Donc, je remplace lambda par I et Z par 1 plus I. Et donc, si je multiplie, ça me donne I fois 1, c'est I. Et I fois I, c'est moins 1. Donc, ça me donne F de moins 1 plus I. Mais F de moins 1 plus I, c'est quoi? C'est le conjugué de moins 1 plus I. C'est-à-dire moins 1 moins I. Alors, calculons maintenant lambda fois F de Z. D'accord? Si l'application est linéaire, on devrait avoir l'égalité. Calculons lambda fois f de z. Alors, lambda fois f de z, c'est quoi? C'est i fois l'image de z, c'est-à-dire le conjugué de z.
Z étant égal à 1 plus I. Donc, ça va me donner le conjugué de 1 plus I. Donc, ça me donne I fois le conjugué de 1 plus I, c'est 1 moins I. Alors, si je fais le produit, ça va me donner I moins I carré, qui est égal à moins 1, donc plus 1. Donc, ça me donne I plus 1, ou bien 1 plus I. Alors, vous voyez bien que 1 plus I est différent de l'image de lambda fois Z qui est égal à moins 1 moins I. D'accord? Donc, vous voyez bien que ces deux quantités sont différentes. D'accord? Donc, ces deux quantités sont différentes. Ce qui signifie que notre application n'est pas linéaire. D'accord? Et donc, vous voyez que on a changé que le corps de base, c'est-à-dire qu'on a pris une même application sur C, sur le même ensemble C, à valeur dans le même ensemble C, mais la seule chose, hypothèse qui a changé, c'est une fois on prend C comme un R espace vectoriel, une autre fois on le prend comme un C espace vectoriel, c'est-à-dire le corps sur lequel on choisit les scalaires, sur lequel on prend les scalaires, sur lequel on définit notre espace vectoriel. C'est la seule chose qui change et vous voyez que ça modifie complètement la propriété de linéarité de F. D'accord? Donc, la linéarité de F dépend de tous ces paramètres. Elle dépend également du corps sur lequel est défini votre espace vectoriel. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est bon, s'il vous plaît? Vous arrivez à suivre? Oui. Alors, très bien. On continue. Donc, on passe à l'exercice suivant. Donc, maintenant, les trois premiers exercices, c'est des généralités sur les applications linéaires. C'est-à-dire qu'on a appris à montrer qu'une application est linéaire ou à remarquer qu'une application n'est pas linéaire. D'accord? Donc, dans le premier exo, dans le deuxième exo, on sait comment écrire une application linéaire qui va de Rn dans Rm de manière générale. On sait quelle est sa forme. Et là, dans l'exercice 3, on vient de voir que la propriété de linéarité dépend de tous les paramètres de la définition, c'est-à-dire de l'ensemble sur lequel l'application est définie, de l'ensemble d'arrivée et du corps de base sur lequel l'espace vectoriel est défini. D'accord? Donc, on connaît l'importance de l'espace, du corps de base sur lequel on définit notre espace. Alors maintenant, nous allons passer à d'autres notions. Donc, étant donné une application linéaire, nous allons déterminer le noyau et l'image. D'accord? D'une application linéaire. Et donc, pour ça, nous allons revenir à l'exercice 1. Alors, on a montré dans l'exercice 1 que certaines applications étaient linéaires et d'autres non. Donc, pour les applications qui sont linéaires, nous allons déterminer le noyau et l'image. Et nous allons dire si ces applications sont injectives et surjectives. D'accord? Donc, nous allons reprendre ces applications. Donc, voilà. Alors, si vous vous rappelez bien, on avait montré que l'application 1 était linéaire et l'application 3 et 6. Donc, nous avons ces trois applications qui sont linéaires. Les autres ne sont pas linéaires. Donc, si on doit répondre à la question de l'exercice 4, c'est sur ces trois applications que nous allons le faire. D'accord? Alors, on continue. Alors, exercice 4. Alors, les applications linéaires de l'exo 1 sont celles de l'exemple 1, 4 et 5. Alors, il me semble que c'est 6. Hein? Il y a une petite erreur. C'est 6, c'est pas 5. Donc, c'est 1, 3 et 6. C'est pas 4. C'est pas 4. Il y a une erreur ici. Ah oui, c'est bien 4. 1, 4 et 6. Très bien. Donc là, c'est ici que le problème se pose. Donc ici, c'est 6 au lieu de 5. D'accord? Donc, on va corriger tout à l'heure avant de vous envoyer, le fichier. Donc,
Alors, pour chacune d'elles, déterminons son noyau et son image. Alors, reprenons la première application. Donc, c'est l'application qui est définie de R2 dans R2 et qui associe à tout X, Y appartenant à R2, le couple X plus Y, X. Alors, nous allons définir donc son noyau. Alors, on sait que le noyau, c'est ce qu'on note par KERF, qui est par définition l'ensemble des couples XY appartenant à l'ensemble de départ. D'accord? Donc ici, il s'agit du même ensemble, mais il ne faut pas oublier que le noyau, il est contenu dans l'ensemble de départ. Donc on va prendre tous les couples de l'ensemble de départ qui vérifient f de xy égale au 0 de l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire tous les éléments de l'ensemble de départ qui ont une image nulle, tout simplement. D'accord? Et donc, ça va être, nous allons écrire différemment, donc ça va être les xy de R2. Je remplace f de xy par sa valeur, donc ça me donne ceci, x plus y, x égale à 0, 0. D'accord? Alors, on sait que si deux couples sont égaux, donc leurs coordonnées sont égales 2 à 2. Et donc, on va avoir l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que x plus y égale à 0 et x égale à 0. Alors, vous voyez bien que si x est égal à 0, en remplaçant ici, on trouve y égale à 0. Ce qui nous donne donc l'ensemble des xy appartenant à R2, tel que x est égal à y est égal à 0. C'est-à-dire, c'est le couple 0, 0. Donc, le noyau de F, c'est le 0 de R2. D'accord? Le seul élément de R2 qui a une image nulle, ben c'est le 0 lui-même. Alors, à savoir, il ne faut pas oublier que 0 appartient toujours au noyau de F. Parce que, par hypothèse, une application linéaire associe toujours au vecteur nul le vecteur nul. D'accord? Donc, rappelez-vous que c'est une condition nécessaire pour une application linéaire. C'est bon? Alors, on vient de calculer le noyau, donc de trouver que le noyau est réduit à l'élément neutre de l'espace vectoriel de départ, et donc, on déduit que F est injective. On sait que une condition nécessaire et suffisante pour que F soit injective et que son noyau soit réduit à l'élément neutre. D'accord? Donc ça, c'est très important. Lorsque vous travaillez avec des applications linéaires, vous avez une autre manière de montrer que votre application est injective. Donc vous n'êtes pas obligé de la montrer comment on l'a fait en S1 dans les parties, dans la partie application. D'accord? Injectivité et surjectivité des applications. Mais lorsque on travaille avec une structure, elle est injective si et seulement si son noyau est réduit à l'élément neutre. D'accord? Alors, son noyau est réduit à l'élément neutre. Alors maintenant, nous allons définir l'image de F. Donc, on a défini son noyau. Maintenant, nous allons définir son image. Donc, l'image de F, par définition, c'est quoi l'image de F? C'est F de XY pour tout XY appartenant à R2. Bien sûr, ici, le R2, c'est l'ensemble de départ. Donc, à chaque fois que je prends XY appartenant à l'ensemble de départ, F de XY va faire partie de l'image. D'accord? Donc, les éléments de image de F, ce sont les images des XY qui sont pris dans R2. Maintenant, ces images, elles sont définies de quelle façon? C'est X plus Y, Y, avec X et Y qui sont des réels. D'accord? Ceci nous donne, alors, vous savez, je peux écrire ce vecteur comme une somme de deux vecteurs. L'un qui dépend uniquement de X, l'autre qui dépend uniquement de Y. Donc, ça va me donner c'est X0 plus YY, avec XY appartenant à R. Et donc, c'est X fois le vecteur 1, 0, plus Y fois le vecteur 1, 1, avec XY dans R. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient de montrer que l'image de F,
Et c'est l'ensemble de tous les éléments qui s'écrivent comme une combinaison linéaire du vecteur 1, 0 et 1, 1. D'accord? Des deux vecteurs 1, 0 et 1, 1. C'est-à-dire, donc ça va être le sous-espace vectoriel qui est engendré par ces deux vecteurs. D'accord? Et donc, nous connaissons une famille génératrice de l'image de f. Ce sont ces deux vecteurs-là. Maintenant, donc, image de f, c'est le sous-espace vectoriel de R2 qui est engendré par ces deux vecteurs. D'accord? Alors, pour savoir si ces deux vecteurs constituent une base, il faudra que ces deux vecteurs soient libres, puisque c'est une famille génératrice. D'accord? Maintenant, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Essayez d'échelonner, vous allez voir, donc dès que vous mettez ce vecteur moins celui-là, ben, ça vous donne 1, 0 et 0, 1. Et donc, vous aurez des vecteurs échelonnés, et donc ces deux vecteurs sont linéairement indépendants. Ils forment alors une base de l'image de f. Puisqu'ils sont linéairement indépendants et qu'ils forment une base, donc on sait que la dimension de l'image de f va être égale à 2. D'accord? La dimension de l'image de f, c'est ce qu'on note par rang f, et c'est égal à 2 puisqu'une base contient deux vecteurs. D'accord? Et donc, l'image de f2, c'est un sous-espace vectoriel de R2, c'est-à-dire de l'ensemble d'arrivées. D'accord? Et la dimension de l'image, elle est égale à la dimension de R2, puisqu'elle est égale à 2. Donc, l'image de f est un sous-espace vectoriel de R2 qui a la même dimension que R2. Ben, ça signifie que l'image de f est égale à R2. Donc, vous avez une application linéaire dont l'image, c'est l'espace vectoriel d'arrivée en entier. Et donc, votre application est surjective. Donc, on a une application qui est injective et surjective, et donc notre application est bijective, c'est-à-dire que c'est un isomorphisme de R2. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? مطلع معليش تعاودتي مع الاول كيفاش حسبنا ليماج راحت لي كونيكسيون. Pardon? Est-ce que tu peux me répéter la première partie? Comment on calcule l'image? L'image, d'accord, donc je reprends. Alors, l'image de f par définition, ben, c'est l'image de tous les vecteurs de l'ensemble de départ. C'est-à-dire, c'est l'image de xy lorsque xy appartient à R2. D'accord? Maintenant, vous remplacez f de xy par sa valeur. Donc, ça vous donne ce vecteur-là. Ça veut dire que l'image de f, elle se compose de tous les vecteurs qui s'écrivent de cette manière. C'est-à-dire des vecteurs qui s'écrivent de cette manière. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord? Ah oui, d'accord. Donc ici, on a fait écrire le vecteur comme une somme de deux vecteurs. D'accord? Okay. Maintenant, cette somme, ben, elle s'écrit de cette manière aussi. Je peux mettre x en facteur et y en facteur. Et donc, ça me donne une combinaison linéaire des deux vecteurs 1, 0 et 1, 1. Ça veut dire quoi? Que l'image de f, elle se compose des vecteurs qui sont des combinaisons linéaires de ces deux vecteurs-là. Et donc, c'est le sous-espace engendré par ces deux vecteurs. Est-ce que c'est bon jusqu'à présent? Oui, d'accord, merci. Et donc, ces deux vecteurs sont linéairement indépendants et donc ils vont constituer une base de l'image de f. Ça veut dire que l'image de f, c'est le sous-espace dont une base, ce sont ces deux vecteurs. D'accord? Mais on sait que l'image de f, c'est un sous-espace vectoriel de l'ensemble d'arrivées, c'est-à-dire ici de R2. Donc vous avez l'image de f qui est un sous-espace de R2 et qui a la même dimension que R2. Et donc il est égal à R2 tout entier. D'accord? Donc vous avez une application dont l'image est égale à l'ensemble d'arrivées. Ben, ça signifie que votre application est surjective. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est plus clair? Oui, merci.
Très bien. Alors, nous allons donner une autre manière de déterminer l'image. D'accord? Donc, une autre manière de montrer que l'image de f est égale à R2. Alors, d'après le théorème du rang, donc ici, nous allons, donc carrément avant de faire l'image, nous avons déterminé le noyau et nous savons que le noyau est réduit à l'élément neutre. Et donc, je connais sa dimension. Sa dimension, elle est égale à 0. D'accord? Alors, je vais directement appliquer le théorème du rang. Qu'est-ce qu'il me dit, le théorème du rang? Il me dit que la dimension de R2 en tant qu'espace vectoriel de départ. D'accord? Il faut faire attention parce que ici, nous avons un endomorphisme, c'est-à-dire une application linéaire de R2 dans lui-même. Alors, il ne faut pas oublier que dans le théorème du rang, vous utilisez la dimension de l'espace de départ. C'est-à-dire, dans le cas où ces deux espaces sont différents, ben c'est l'espace de départ qui doit être ici. D'accord? Donc, la dimension de R2, elle est égale à la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Alors, on connaît la dimension de R2, c'est 2, et on connaît la dimension du noyau, qui est égale à 0. Et donc, je déduis que la dimension de l'image, elle est égale à 2, c'est-à-dire à la dimension de R2. Donc, l'image, je sais que par définition, c'est un sous-espace de R2. Donc, l'image de F, c'est un sous-espace de R2 qui a la même dimension que R2. Et donc, je déduis directement que l'image de F est égale à R2. Sans avoir à calculer cette image. Je sais qu'elle est égale à R2 directement en déterminant le noyau et en utilisant le théorème du rang. Donc, le théorème du rang, il est très important parce qu'il permet de lier, de mettre en relation la dimension du noyau et la dimension de l'image. C'est-à-dire que dès que vous avez l'un, vous pouvez déduire l'autre. D'accord? Puisque la dimension de l'espace de départ, il est toujours connu dès que vous avez votre espace vectoriel. Bien sûr, ceci dans le cas de dimension finie. Lorsqu'on travaille en dimension infinie, il ne nous sert pas à grand-chose. Mais en dimension finie, le théorème du rang est très important. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Madame, Oui. Madame, quand la question se propose de déterminer M de F, il faut trouver M de F égale l'ensemble d'arrivées ou non? J'ai pas compris votre question et parlez un peu plus fort. J'arrive pas à vous entendre. Attendez, je vais augmenter le son. Peut-être que c'est moi. Quand la question nous demande de déterminer M de F, il faut trouver M de F égale à l'ensemble d'arrivées. À l'ensemble d'arrivées? Pas forcément, non, ça dépend. Ici, c'est l'ensemble d'arrivées. Mais ça peut être un autre ensemble. Tout ce qu'on sait, a priori, c'est-à-dire dès le départ, tout ce que vous savez, c'est que l'image de F, c'est toujours un sous-espace vectoriel de l'espace d'arrivée. D'accord? Donc, lorsque vous avez votre application linéaire, donc comme ici, vous avez votre application linéaire qui va de R2 dans R2. Donc, vous savez que l'image de F, ça va être un sous-espace de R2. D'accord? Mais au départ, ben, vous ne savez pas, il faut voir. Maintenant, le théorème du rang, il vous permet d'avoir, dès que vous avez par exemple le noyau, le théorème du rang vous permet de connaître la dimension de l'image. Alors ici, il se trouve que la dimension est égale à 2, et donc je peux déduire directement que mon image est égale à R2. D'accord? Si j'avais trouvé par exemple que la dimension était égale à 1, ben là, il me faudrait déterminer l'image de F directement de cette manière. C'est-à-dire, je suis obligée d'utiliser cette manière pour avoir une base. Est-ce que c'est clair? Oui, madame, merci. D'accord? Donc, lorsqu'on vous demande de déterminer l'image, il faut déterminer, c'est-à-dire donner une manière d'écrire les éléments de l'image, c'est-à-dire donner une base. C'est comme ça qu'on détermine un sous-espace vectoriel. C'est en donnant une base. D'accord? Oui. Parce que la base, c'est une base qui va nous permettre de savoir comment les éléments s'écrivent. Et si on a l'écriture, donc on aura identifié les éléments de notre espace vectoriel. D'accord? Est-ce que c'est clair? Oui. Très bien. Donc, nous allons passer à la deuxième
application linéaire. Donc, c'est une application linéaire qui va de R3 dans R2, qui associe à tout vecteur x, y, z ce vecteur-là, qui est défini de cette manière. D'accord? Alors, on commence par déterminer le noyau de f. Donc, par définition, le noyau de f, c'est tous les vecteurs de R3 qui ont une image nulle, c'est-à-dire telle que l'image de x, y, z est égale au 0 de R2, c'est-à-dire à 0, 0. D'accord? Et donc, ce sont tous les vecteurs de R3. Alors ici, c'est R3. D'accord? C'est une petite erreur. Donc, tous les vecteurs de R3 tels que donc x moins y égale à 0 et moins x plus 2y moins 4z égale à 0. D'accord? Et donc, si on résout ce système, donc ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir x est égal à y. Si je remplace ici x par y, donc je vais avoir y moins 4z égale à 0. Ça signifie que y est égal à 4z. Et donc, j'obtiens tous les vecteurs x, y, z de R3 tels que x est égal à y est égal à 4z. Est-ce que tout le monde a suivi? Est-ce que tout le monde a suivi? Oui. C'est bon? Donc là, bien sûr, si vous ne voyez pas, vous écrivez votre système et vous allez résoudre. Donc ici, on voit bien qu'à partir de la première équation, j'obtiens x. À partir de la première équation, j'obtiens x égale y. Et puis, lorsque je remplace dans la deuxième, ben, je vais avoir, dans la deuxième équation, donc je vais avoir moins x. Alors, le y est égal à x, donc plus 2x moins 4z. D'accord? Égal à 0. Ce qui me donne donc moins x plus 2x, donc ce qui me donne x moins 4z est égal à 0, c'est-à-dire x est égal à 4z. D'accord? Comme x est égal à 4z et que x est égal à y, donc j'obtiens x égale y égale à 4z. C'est bon pour tout le monde? Donc, le noyau de f, c'est quoi? C'est tous les vecteurs x, y, z de R3 qui vérifient leur x, c'est-à-dire leur première composante est égale à leur deuxième, est égale à 4 fois leur troisième composante. Et donc, je peux écrire tout en fonction de z. Et donc, ça va être tous les vecteurs qui s'écrivent. Donc, tel que la première composante est égale, donc 4 fois z, deuxième composante, c'est 4 fois z, et troisième composante, c'est z, avec z qui est réel. Alors, je peux mettre z dans le facteur, puisque c'est un réel. Donc, je peux écrire ceci comme une combinaison linéaire du vecteur 4, 4, 1. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'écrire les éléments du noyau de f, donc de caractériser les éléments du noyau de f. Ce sont tous les vecteurs qui s'écrivent un réel, z fois 4, 4, 1. Et donc, c'est l'espace, le sous-espace vectoriel qui est engendré par le vecteur 4, 4, 1. D'accord? Donc, c'est le sous-espace vectoriel de R3 qui est engendré par le vecteur 4, 4, 1. Et donc, le vecteur 4, 4, 1, il est non nul, ça veut dire qu'il est libre, et donc il va constituer une base du noyau de F. Ce qui nous donne dimension du noyau égale à 1. Est-ce que tout le monde a suivi? Donc ici, nous avons calculé le noyau de F. Nous avons trouvé que ce noyau est engendré par un vecteur non nul. Et donc, sa dimension est égale à 1. Et qu'est-ce qu'on peut conclure directement? Puisque sa dimension est égale à 1. Donc, on conclut que notre application n'est pas... Alors, qui peut répondre? Injective. N'est pas injective. Bien sûr, elle n'est pas bijective puisqu'elle n'est pas injective. Mais le noyau, il permet de nous dire est-ce que l'application est injective ou non. Donc ici, notre application n'est pas injective. D'accord? Donc, ker f différente de 0, ben, ça signifie que f est non injectif. Alors,
calculons maintenant l'image avec la définition. D'accord? C'est-à-dire en utilisant la définition de l'image. Donc, l'image de f, c'est quoi? Ben, c'est les images des vecteurs x, y, z qui sont dans R3. Alors, on remplace cette image par sa valeur, ben, ça nous donne donc x moins y, moins x plus 2z, moins 4z. Moins 2, plus 2y, moins 4z. D'accord? Bien sûr, les paramètres x, y, z sont réels. Donc, ça va nous donner, alors, même chose, je peux écrire ce vecteur comme une somme de vecteurs où chaque vecteur dépend d'un seul paramètre. Ici, j'ai 3 paramètres, x, y et z. Donc, ça va s'écrire x fois 1 moins 1, plus y fois moins 1, 2, plus z fois 0 moins 4. X, y, z appartenant à R. Et donc, l'image de f, ça va être le sous-espace de R2 qui est engendré par les vecteurs U, V, W, qui sont ces 3 vecteurs-là. D'accord? Alors, on s'arrête un peu ici. Donc là, on a déterminé l'image de f, on a trouvé que l'image de f est engendrée par 3 vecteurs. Mais l'image de f, elle se trouve où? Elle est? Non, l'image de f, elle est dans R2. Elle est dans l'espace d'arrivée. D'accord? L'image de f, elle est dans l'espace vectoriel d'arrivée. Oui. Donc, or, l'espace vectoriel d'arrivée, rappelez-vous, c'est R2. D'accord? Donc, nous avons un sous-espace vectoriel de R2 qui est engendré par 3 vecteurs. Ben, ça signifie déjà que ces 3 vecteurs ne peuvent pas être Libre. Ils ne peuvent pas être libres. Ils sont forcément liés. D'accord? Donc, ces 3 vecteurs sont forcément liés. Et là, donc, on va, si vous échelonnez, vous allez voir que W dépend de U et de V. D'ailleurs, on peut voir directement que W, c'est moins 4U, moins 4V. Ben, si vous ne le voyez pas, ben, vous échelonnez et vous allez voir que W, la 3e ligne va s'annuler et les 2 premières lignes ne seront pas nulles. Et donc, U et V sont linéairement indépendants et W est lié à U et V. Si vous trouvez la relation, très bien. Sinon, vous échelonnez les vecteurs, tout simplement. Et donc, l'image de F est engendrée par les 2 vecteurs U et V. Ben, ça signifie que, donc là, j'ai une base de l'image de F. Mais qu'est-ce que ça signifie? Donc, les vecteurs U et V étant linéairement indépendants, ils vont former une base de F. Ça signifie donc que la dimension de l'image est égale à 2, qui est égale à la dimension de R2. Et donc, encore une fois, l'image de F, l'image de F est égale à R2, c'est-à-dire à l'espace d'arrivée. Et donc, on peut déduire que F est surjective. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc, nous avons ici une application F qui n'est pas injective, mais qui est surjective. D'accord? Parce que son image, c'est l'espace d'arrivée tout entier. Alors, maintenant, donc ça, on a déterminé l'image de F en utilisant la définition. Maintenant, comme dans la première question, nous pouvons utiliser le théorème du rang pour déterminer, puisqu'on a déjà calculé le noyau. D'accord? Donc, l'image de F en utilisant le théorème du rang, alors, la dimension de R3 est égale à la dimension du noyau plus la dimension de l'image de F. Et donc, la dimension de l'image va être égale à la dimension de R3 moins la dimension du noyau, que l'on connaît déjà. Ce qui nous donne dimension de l'image de F égale dimension de R3, c'est-à-dire 3, moins la dimension de R2, c'est-à-dire 1. Et donc, on trouve que la dimension de l'image est égale à 2, c'est-à-dire la dimension de R2.
Donc, l'image de F, qui est un sous-espace vectoriel de R2, est de dimension 2. Ben, ça signifie, je peux déduire que l'image de F est égale à R2, directement, sans avoir à déterminer une base. À partir du moment où l'image de F, c'est R2, ben donc, on connaît une base de l'image de F, ben ça serait par exemple la base canonique. D'accord? Et on peut déduire que F est surjective. Donc, est-ce que vous voyez comment vous déterminez, comment on calcule le noyau et l'image d'une application linéaire? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Alors, nous allons passer à la troisième application. Donc, la troisième application, c'est l'application F qui est définie de R3 de X dans R3, qui associe à tout polynôme de R3 de X Px son image par F, qui est un vecteur de R3 défini par l'image de moins 1, ça sera la première composante. La deuxième composante, c'est P de 0, donc l'image par le polynôme P de 0. Et troisième composante, c'est P de 1. Alors, on a vu que cette application était linéaire. Nous allons maintenant déterminer son noyau. Alors, le noyau de F. Donc, par définition toujours, c'est les éléments de R3 de X, donc c'est P appartenant à R3 de X, tels que l'image de P est égale à 0, c'est-à-dire P de moins 1, P de 0, P de 1 est égal à 0, 0, 0. D'accord? Donc, est égal au 0 de R3. Donc, c'est les polynômes, donc ce sont les polynômes de R3 de X, c'est-à-dire les polynômes qui s'écrivent A0 plus A1X plus A2X2 plus A3X3, tels que, c'est quoi P-1? Donc ça va être A0 moins A1 plus A2 moins A3 est égal à 0. D'accord? Donc ça c'est P de moins 1. Ensuite, P de 0, c'est quoi? P de 0, c'est A0, égal à 0. Et enfin, P de 1 doit être égal à 0, donc c'est A0 plus A1 plus A2 plus A3, égal à 0. Est-ce que tout le monde est d'accord ici? Donc ici, on n'a fait que remplacer chaque composante par sa valeur. D'accord? On a un vecteur égal au vecteur nul, ça signifie que chacune de ces composantes est nulle. Et là, on a déterminé les composantes. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? S'il y a des questions, il faut m'arrêter avant que je ne continue. Donc, on obtient le système suivant. Donc, ce système, qui n'est rien d'autre que ce système-là. D'accord? Alors, on va résoudre ce système, c'est-à-dire on va essayer de calculer tous ces paramètres, toutes ces variables. Alors, on va le réorganiser autrement. Donc, on a A0 qui est égal à 0. Si on remplace A0 dans les deux équations, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, moins A1 plus A2 moins A3 égale à 0 et A1 plus A2 plus A3 égale à 0. Alors, faites attention lorsque vous résolvez un système linéaire. Lorsque, comme ici, par exemple, vous avez une variable qui est nulle, vous ne la supprimez pas dans le système d'après. Parce que si vous la supprimez, c'est comme si elle n'existait pas. Or, nous voulons, même si on travaille avec des implications, nous voulons revenir après, pouvoir revenir après. D'accord? Et donc, le A0 existe. Est-ce que c'est clair? Donc, il ne faut pas le supprimer. Vous mettez, on a A0 égale à 0 et on a le reste. Alors, ça nous donne, donc si je fais 2 plus 3, qu'est-ce que ça me donne? Donc, si je fais 2 plus 3, ça va me permettre d'éliminer à la fois A1 et A3. Et donc, je vais avoir 2 fois A2 qui est égal à 0. Ça signifie que A2 est égal à 0. Et donc, le système devient A0 égale 0, A2 égale 0, et quand je remplace, ben, ça va me donner
A1 plus A3 égale à 0. Parce que si vous remplacez ici, qu'est-ce que vous allez avoir? Moins A1 moins A3 égale 0. A1 plus A3 égale 0. Mais la première équation, elle est équivalente à l'équation obtenue si je la multiplie par moins 1. D'accord? Donc, j'obtiens une même équation. A1 plus A3 égale à 0. Et donc, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient, de cette équation, j'obtiens que A3 est égal à moins A1. Et par suite, un polynôme, le noyau de f, c'est quoi? Ben, c'est les polynômes A0 plus A1x plus A2x2 plus A3x3 qui sont dans R3 de x. Alors, comment ils sont définis ces polynômes? Ce sont les polynômes tels que A0 et A2 sont nuls, donc là j'ai 0, là j'ai 0, et A3 est égal à moins A1. Et je remplace A3 par moins A1. Donc, A0 égale A2 égale 0, et A3 égale moins A1. Donc, voilà le noyau. Maintenant, je vais écrire autrement ce noyau. Ben, ça signifie, c'est les polynômes qui s'écrivent A1 de x moins A1 de x3, avec A1 appartenant à R. D'accord? C'est-à-dire, c'est les polynômes qui s'écrivent A1 fois x moins x3, avec A1 appartenant à R. Donc, qu'est-ce qu'on vient de faire? On vient d'écrire les vecteurs du noyau de f, c'est-à-dire les éléments du noyau de f, comme étant des polynômes qui sont combinaisons linéaires du polynôme x moins x3. D'accord? Vous avez un seul paramètre ici. Donc, c'est les lambda x moins x3. Ça signifie quoi? Que le noyau est engendré par l'élément, par le vecteur x moins x3. Et donc, le noyau de f, c'est quoi? Ben, ça va être le sous-espace vectoriel de R3 de x qui est engendré par le polynôme x moins x3. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Alors, x moins x3 étant non nul, et donc, il va constituer une base du noyau de f. Et donc, la dimension du noyau est égale à 1. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc là, cet exemple, il est aussi important parce que on ne travaille pas avec, c'est-à-dire on travaille avec des polynômes. Donc, il faut savoir que ça se fait exactement de la même façon. Donc, vous voyez que il suffit simplement d'adapter l'écriture. Mais les définitions sont les mêmes. Il faut juste connaître les définitions. C'est quoi la définition du noyau? C'est quoi la définition de l'image? D'accord? Et donc, le noyau est de dimension 1. Ça signifie que le noyau est différent du 0 de R3, et donc notre application n'est pas injective. Alors, l'image de f. Encore une fois, nous allons faire par la définition. D'accord? Donc, l'image de f, c'est quoi? Ben, c'est les f d'un polynôme P appartenant à R3, c'est-à-dire, c'est les vecteurs qui s'écrivent P de moins 1, P de 0, P de 1, avec P dans R3 de X. Vous êtes d'accord? D'accord? C'est les images par f d'un élément de R3 de X. Des éléments, pardon, de R3 de X. Et donc, ça va être P de moins 1, P de 0, P de 1, tel que P de X s'écrit de cette manière, puisqu'il est dans R3 de X. Alors, on peut remplacer P de moins 1, P de 0, P de 1 par sa valeur, c'est-à-dire, c'est les vecteurs qui s'écrivent comme ça. D'accord? P de moins 1, c'est ça. P de 0, P de 1, avec A0, A1, A2, A3, qui sont des réels. Donc, c'est les vecteurs qui s'écrivent de cette manière. Alors, nous avons 4 paramètres, et donc on peut écrire ce vecteur comme une somme de 4 vecteurs, chacun dépendant d'un seul paramètre. Donc, je tire A0, ça va me donner A0 facteur de 1, 0, 1, plus A1 facteur de moins 1, 0, 1, plus A2 facteur du vecteur 1, 1, 1,
plus A3, facteur du vecteur moins 1, 0, 1. D'accord? Donc, vous voyez bien que les éléments de l'image de F sont une combinaison linéaire de ces vecteurs-là. Alors, il est clair que ces vecteurs ne peuvent pas être libres, puisque nous avons, leur nombre dépasse la dimension de l'espace auquel ils appartiennent. Ce sont des vecteurs de R3 et nous avons 4 vecteurs. Là, déjà, vous voyez que ce vecteur-là est identique à celui-là. D'accord? Et donc, alors on sait donc l'image de F est engendrée par ces vecteurs. Donc là, on a une répétition. Donc nous pouvons dire directement qu'il est engendré par les 3 premiers vecteurs, puisque le 4e est égal à l'un des 3 premiers vecteurs. D'accord? Donc notre image, c'est le sous-espace vectoriel engendré par ces 3 vecteurs. Alors, vous échelonnez ces 3 vecteurs, ben vous allez trouver que ces 3 vecteurs sont linéairement indépendants. D'accord? Donc, on vérifie que les 3 vecteurs sont linéairement indépendants. Et donc, ils vont former une base de l'image de F. Ben, ça signifie que la dimension de l'image de F est égale à 3. Mais l'image de F, c'est un sous-espace vectoriel de R3 et qui est de dimension 3. Et donc, nous déduisons que l'image de F est égale à R3. Et donc, F est surjective. D'accord? Alors, encore une fois, si on utilise le théorème du rang, qu'est-ce qu'on va avoir? On a la dimension de R3 de X qui va être égale à la dimension du noyau de F plus la dimension de l'image de F. Alors, la dimension de R3 de X, elle est égale à combien? Elle est égale à combien? La dimension de R3 de X. 4. Elle est égale à 4. D'accord? Puisque la base canonique de R3 de X, elle est formée des polynômes 1, X, X2, X3. Donc, vous avez 4 polynômes. D'accord? Donc, ici, donc vous avez 4 qui est égal à 1 plus quelque chose. Et donc, vous allez déduire que ce quelque chose est égal à 3. D'accord? Et donc, la dimension de l'image de F est égale à 3, qui est la dimension de R3. On déduit que l'image de F, c'est R3 en entier, et donc F est surjective. D'accord? Donc, vous voyez que si vous connaissez le noyau, ben, vous pouvez déduire l'image. Et si vous connaissez l'image, bien entendu, vous pouvez également déduire la dimension du noyau en utilisant le théorème du rang. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Alors, nous allons passer à l'exercice suivant. Donc, il nous reste encore 5 minutes. Donc, l'exercice suivant, l'exercice 5. Alors, soit F, l'application linéaire de R3 dans R2, qui vérifie l'image de 1, 1, 2, c'est 0,5, l'image de 1, 0, 1, c'est moins 1, 2, et l'image de 1, moins 1, 1, c'est moins 2, 0. On nous demande de déterminer l'image de x, y, z pour x, y, z appartenant à R3. Donc ici, contrairement aux exercices précédents, on ne nous donne pas l'application comme, par exemple, elle était donnée ici, f de x, y, z est égal à quelque chose. D'accord? Donc là, on vous donne les valeurs de 3 vecteurs de R3. On vous demande de décrire f de xy pour xy appartenant à R3, c'est-à-dire de déduire
quelle est la valeur de f de xy, quel que soit xy, z. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Alors ici, il faudra remarquer une chose. Donc, on a ceci. Voilà ce qu'on a envie de déterminer. D'accord? Donc, on veut déterminer f de x, y, z pour x, y, z appartenant à R3. Alors, remarquons d'abord une chose, que les vecteurs qu'on nous a donnés, ces vecteurs-là, 1, 1, 2, 1, 0, 1 et 1, moins 1, 1, on va voir est-ce qu'ils sont linéairement indépendants. Alors, vous allez voir pourquoi. Donc, on échelonne ces trois vecteurs, la matrice qui est formée par ces trois vecteurs. Alors, en échelonnant, donc là, vous savez comment échelonner, on fait cette ligne moins cette ligne, troisième ligne moins la troisième ligne, donc on obtient cette matrice. Et ensuite, on a l'objectif est d'avoir un 0 ici, et donc on va prendre cette troisième ligne, on va lui retrancher 2 fois la deuxième ligne. On aboutit à cette matrice-là. Alors, on remarque que dans cette matrice, les trois lignes sont non nulles, et donc, on déduit que les trois vecteurs sont linéairement indépendants. Alors, puisqu'on a trois vecteurs de R3 qui sont linéairement indépendants, et donc ils vont constituer une base de R3. D'accord? Puisque la dimension de R3, c'est 3. Donc, ils vont former une base de R3. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie donc avoir une base de R3? Ça signifie que ça me donne un système de représentation. Donc, je peux, puisque ces trois vecteurs forment une base, ça signifie qu'ils vont me permettre d'écrire n'importe quel vecteur de R3. D'accord? Donc, tout vecteur x, y, z de R3 va être une combinaison linéaire des éléments de cette base. C'est-à-dire que je peux trouver alpha, bêta, gamma appartenant à R tel que un vecteur quelconque x, y, z va s'écrire comme alpha fois le premier vecteur, c'est-à-dire 1, 1, 2, plus bêta fois le deuxième vecteur, plus gamma fois le troisième vecteur. C'est-à-dire que le vecteur x, y, z va s'écrire de cette manière. Vous êtes d'accord? Donc là, je calcule simplement ceci, je les mets sous forme d'un seul vecteur. Donc ça va être alpha plus bêta plus gamma pour la première composante, alpha moins gamma pour la deuxième composante, 2 alpha plus bêta plus gamma pour la troisième composante. Alors, j'ai deux vecteurs qui sont identiques, ça signifie que les composantes vont être identiques terme à terme. D'accord? Donc, la première composante, elle est égale à x, la deuxième composante, elle est égale à y, et la troisième composante, elle est égale à z. Alors, il ne faut pas oublier ce qu'on est en train de chercher. Pour nous, on s'est donné x, y, z. Ça veut dire que je connais x, y, z. Je suppose que ma donnée, c'est x, y, z. Ce que je cherche, c'est alpha, bêta, gamma. Donc, ce système-là, la résolution de ce système va me permettre de trouver alpha, bêta, gamma en fonction de x, y, z. Est-ce que tout le monde a compris ce que nous devons faire? Donc, pour nous, l'inconnu, c'est quoi? C'est alpha, bêta, gamma, puisqu'on s'est donné un vecteur x, y, z de R3. Donc, je suppose que x, y, z, ce n'est pas des inconnus. Je les connais. Et ce que je cherche, c'est les coordonnées du vecteur x, y, z dans la base qui est formée par les trois vecteurs u, v, w. D'accord? Alors, nous allons résoudre ce système. Donc, ce système se compose des trois équations, 1, 2, 3. Alors, si j'additionne 1, 2, 3, je vois bien que je peux me débarrasser de gamma. Donc, je vais trouver 2 alpha plus bêta égale à x plus y. Et donc, je peux tirer, par exemple, bêta en fonction de alpha ou bien alpha en fonction de bêta. Donc, je vais avoir bêta, par exemple, qui est égal à moins 2 alpha plus xy. D'accord? Ensuite,
Si je regarde 2, je peux tirer gamma, ça va être alpha moins y. Alors, nous allons remplacer ce qu'on vient de trouver dans 3, dans la troisième équation. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, 2 alpha plus bêta, mais il ne faut pas oublier que bêta, c'est moins 2 alpha plus xy, plus gamma, il ne faut pas oublier que gamma, c'est alpha moins y. Donc, ça, c'est bêta, et ça, c'est gamma, va être égal à z. D'accord? Alors, ceci nous donne, alors 2 alpha moins 2 alpha, ça se simplifie, il va rester alpha, plus x plus y moins y, donc ça se simplifie, d'accord? Donc, vous avez le y qui se simplifie avec y, vous avez moins 2 alpha qui se simplifie avec moins 2 alpha, qu'est-ce qui nous reste? Alpha égale à z moins x. Donc, je trouve que alpha égale à z moins x plus z. D'accord? Ce qui nous donne, je reviens à bêta, je remplace alpha par sa valeur ici, donc ça va me donner 2x moins 2z plus x plus y. D'accord? Ce qui nous donne donc bêta égale à 3x plus y moins 2z. Donc là, vous voyez que alpha ne dépend que de x, y, z, bêta ne dépend que de x, y, z. Même chose, nous allons remplacer alpha dans l'expression de gamma. Et donc, nous allons avoir gamma, donc je remplace le alpha par sa valeur, ça va me donner moins x moins y plus z. D'accord, je remplace moins x par, je remplace alpha par sa valeur, donc c'est moins x plus z, moins y. Donc ça me donne moins x moins y plus z. D'accord? Et donc, finalement, qu'est-ce qu'on a? On a x, y, z. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, on a obtenu enfin que f, que x, y, z, donc le vecteur x, y, z est égal à alpha, mais alpha c'est quoi? C'est moins x plus z qui multiplie le vecteur u. Alors, rappelez-vous, le vecteur u, c'est le premier vecteur, c'est celui-là. D'accord? Je l'appelle u. Plus bêta, mais bêta, c'est quoi? C'est 3x plus y moins 2z fois le vecteur v. Le vecteur v étant celui-là. Plus gamma. Gamma, c'est quoi? Ben, c'est moins x moins y plus z multiplié, donc je ferme la parenthèse, qui multiplie le vecteur w. Or, donc ici, même quand on a pris un x, y, z dans R3, on l'a écrit de cette manière. Alors, il ne faut pas oublier que x, y et z sont dans R. Ce sont des réels. Donc, on a écrit x, y, z dans la base formée par les 3 vecteurs u, v, w qui sont ces vecteurs-là. Donc, si j'applique f, donc à l'équation, si j'applique f à cette équation-là, à l'équation étoile. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir f de x, y, z égale à alpha fois f de ce vecteur, plus bêta fois f de ce vecteur, plus gamma fois f de ce vecteur. Vous êtes d'accord? C'est-à-dire, donc f de x, y égale à alpha fois ceci. Donc, c'est ce que je viens de dire. Donc, elle est égale à alpha fois, je connais l'image de 1, 1, 2 par hypothèse. Rappelez-vous, on connaît l'image de 1, 1, 2, c'est 0,5. L'image de 1, 0, 1, c'est moins 1, 2. D'accord? Donc, je remplace ces images par leur valeur. Et donc, je vais avoir, le premier, c'est 0,5. Le deuxième, c'est moins 1, 2. Le troisième, c'est moins 2, 0. Et donc, je vais obtenir f de x, y. Ça va être moins bêta moins 2 gamma. Ça sera la première composante. 5 alpha plus 2 bêta pour la deuxième composante. Et je remplace bêta, alpha et gamma par
leur valeur puisque je les connais en fonction de x, y. D'accord? Si je laisse l'écriture comme ça ne m'avance à rien. Parce que ce qu'on se donne, on se donne x, y, z. Mais je ne connais pas le alpha bêta. Donc, il faut que les alpha bêta soient exprimés en fonction des x, y, z. Et donc, je les remplace. Ça va me donner f de x, y, z. Ça va être moins x plus y, x plus 2y plus z. Et ceci, quel que soit x, y, z appartenant à R3. Donc, on vient maintenant, je sais par exemple, déterminer l'image de n'importe quel vecteur, par exemple. Donc, si je vous donne le vecteur, donnez-moi un vecteur quelconque. Donnez-moi un vecteur quelconque. Donc, 1, 2, 3, par exemple. Donc, son image donc, va être égale. Donc, f de 1, 2, 3, ben, ça va être le vecteur qui vaut moins x, c'est-à-dire moins 1 plus y, donc plus 2, ça sera la première composante. La deuxième composante, ça sera x, donc 1, plus 2 fois y, plus 2 fois y, y c'est 2, plus z, c'est-à-dire 3. D'accord? Et donc, je vais obtenir le vecteur, alors moins 1 plus 2, donc c'est 1, et 1 plus 2 fois 2, donc plus 4, plus 3. Donc, ça me donne 8. D'accord? Donc là, vous voyez que donc, cette expression identifie entièrement votre application f. C'est-à-dire que, quel que soit le vecteur de R3 que vous prenez, vous pouvez calculer son image. Alors, je termine par juste cette remarque, puisque vous avez des enseignements après. Donc, à retenir, si on connaît une application linéaire f de E dans f sur une base de E, on la connaît partout. Bien sûr, vous voyez comment on a démontré ceci. D'accord? Donc, on arrête là et on continuera la prochaine fois. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions?